Alors bonsoir chers tous. Et déjà merci de m'avoir passé la parole. Et je souhaite bienvenue à tout le monde. Et déjà beaucoup de courage au président Maurice Kamto. Merci. Moi je suis née Hadjara Inoua. Je viens du Grand Nord. Je suis épouse de Pessi. Je suis entrepreneur volatile. Je le dis, peut-être certaines personnes savent ce que ça veut dire dans notre écosystème camerounais. Le président, tout à l'heure, lors de son intervention, il nous a parlé du secteur informel, tel que cela est appelé ici dans notre pays. Et lors de son intervention, il s'est plus attardé sur beaucoup de points qui concernent l'entrepreneuriat camerounais. Et entre guillemets, le rapport entre le travailleur et l'État, l'accès au financement, le problème de formation et le problème de protection sociale. Bon, pour ne pas rentrer dans les détails, moi j'ai des questions que je voudrais poser au président, M. Maurice Kamto. If I can do it in English, parce qu'il y a des gens qui sont anglophones, peut-être ils ne vont pas trop comprendre, excusez-moi. Very good, yeah, so go ahead, please. You are welcome. I said that I have some question for the President Maurice Kamto concerning the four points that he stated during his intervention here. As people know, he talked about the relationship between the entrepreneur and the state, the difficulties of access to finances, the training and social protection of the entrepreneur. So now, my questions, it's not one question, but I have many questions. The first question is, yes, Honorable Maurice Kamto, as the president of the Cameroon Renaissance Party, yes, we know you since, and we know your ambitions for Cameroon. Yes, you want to be the new leader of Cameroon. Okay, all of us know it. Yeah. Now, what is your ambition for the Cameroonian youth and for women entrepreneurs concerning your party? With the membership of your party in particular? That's the first question. Can I go ahead? Yeah. Okay. The second question now, what are the means that you put in place to help us to get finances to boost our small businesses? Because during your intervention, what I understand is that you were talking about informal section, and besides, without being straight, you were encouraging us, the handicapped men, to move from the informal section to the formal section. And by encouraging us, you took some example by saying that going individually is not the best way, but moving in common is the best way to achieve our goals. And besides that, you said that it's good for us to work into micro enterprises that will help us to promote not only sustainable development of our country, but to promote the whole of the country, the whole of Africa. Why you cited some of the smart regions, if I can say, or the surrounding countries of Africa, the surrounding countries, of Cameroon. Yes, the countries which have gone far, and that we can do, how can I say, trade with them. Yes, to boost our efficiencies, to boost our knowledges, yes, in order to reach a high level in entrepreneurship. That's the second question. The third question now is, when you were still talking, you were interventing, you stated a point that really touched me. The point is what?
Maurice Kamto, you talk about hygiene. You talk about hygiene. I think everybody in this hall know that Yaoundé City Council has become what they say into brackets la poubelle. It has become a dirty place. Yes. He said that we will join hands because joining hands can help us to go far. Isn't it? Yes. Yeah, that we will join far, hands to go far in putting our city into cleanliness. So I wish to know the strategies. Yes, the strategies. Proven strategies that you will take, and how will you proceed? How will you proceed to help those youth, or to encourage, or to call those youth to be volunteer to enter into this project that you want to put in place? Thank you. Thank you very much. Thank you very much indeed. I don't know if you prefer me to answer your questions in English, or since you raised the question in English, should I respond in French? Because to balance it, it depends on you. Okay, as the country is bilingual, as I said when I started opening my speech with French, and I continue with English. So as I spoke for 90% in English, I think you are free to use either French or English. You are free. I will not force you. As a leader, you are free. Okay, thank you indeed. Okay, the first question was, what is my ambition for Cameroonian youth and women? This is quite a very large question, because it embraces all my program indeed, because all the program is designed and crafted to respond to the expectations of the youth, of the Cameroonian youth. And as my intention was not to present the whole of my political program this afternoon, it will be difficult to give you all the right answers contained in my program. I'm sure you will have time when the program will be released, and it will be so in a few months. We don't just want to hurry up and do probably what some people are expecting us to just showcase. We are not going to showcase. We are going to work something very serious to submit to Cameroonians on due course, and we'll do that maybe in 2 or 3 months. But what I can say at this stage, for the time being, is that all our program is designed to respond to that question. First of all, the so-called informal sector can provide a lot of jobs to Cameroonian youth, including women. How? Because if you look at it, we say the informal sector now represents around 80% of the economy of our country. It means that there are a lot of jobs in it. And during my introductory speech, my intention was to show you how we can improve the environment of work in the informal sector, provide the actors of that sector with fundings or finances to fund their enterprises. And that's why I say sometimes some people might need 200,000, 50,000, even in some cases. You will find a mom who just needs 50,000 CFA francs to start a business. So our response to that need is to put in place a line of fundings through the normal banks, but at the grassroots level up to the subdivision. That will consider all
all the projects submitted by Cameroonians, whether the Cameroonian youth, whether they are women or not, and consider with the representative of local people and if need be of the government to select those who will be funded, and then they will allocate money to them. That's one way. Another way is to rely on microfinances, we may call them, because they are really designed to respond to such needs in terms of funding. A microcredit or micro bank, I was even surprised that many of them are now in the cities, big towns, whereas initially they were supposed to be in the countryside to fund small businesses and so on, but they are everywhere now. So I think that if the sector is clear and more organized than it is now, those micro banks or finances will be interested in putting money in that sector. These are two tools we can use to fund the business in that sector. But to be exhaustive on the matter, if I go sector by sector, let us take, for instance, agriculture, which for me can provide a lot of jobs to Cameroonians. You know the notion of agropole, and even this government used that terminology. What is an agropole? An agropole is it's a system where you have a main plantation or exploitation, around which you have many small plantations related to that big one, with the conclusion that at the end of the process you have a factory or a plant to transform the productions of the agropole into consumable foods. If you use that, it means that's why I was saying that if you take cotton, for instance, there is no need to produce cotton in the far north and the north and put the factory or the plant for transformation in Douala. You have the whole system will be in the same area. So whether in Garwa or in Marwa, but the whole, and I can see a pool of industry in between Garwa and Marwa, using all the potential of the area, the productions of the area, including starting with cotton, but there are many other products which are produced in those areas which can be transformed by industry implanted in those areas. This is what we call agropole. So it means that you will start with the production, with the parents in the farms, but you have a second stage, which is the transformation, and you even have the third stage, which is the commercialization. So it will provide a lot of jobs to youth, and from there also you can move in a sector which is also crucial as far as youth and women are concerned, which is technology. We are not using technology, and for me it's a crucial leverage for the future, for the development of this country. If we are not in technology, forget about development. You can only improve if you industrialize the country, and if the technological sector is booming, is functioning very well. It supposes that you have a good internet connection. It's available for youth to invent, to transform, and so on and so forth. But something which is specific to the so-called informal sector is assist all those who invent so many things daily. For instance, I've realized that it is in the informal sector that you will see the many tentatives of Cameroonians to build up, for instance, how do you call it, a helicopter, for instance, to build up a car, to build up a tricycle. Donc c'est dans le secteur informel que vous trouverez qu'il y a le plus d'inventivité.
Les Camerounais sont très... Ce n'est pas dans les grandes usines, ce n'est pas l'État. Les Camerounais, les jeunes Camerounais, tous les jours, essayent de mettre au point des véhicules, des voitures, par eux-mêmes. Inventent des tricycles, créent des hélicoptères. Parfois ça monte, parfois ça tombe et tout ça, mais c'est eux. Donc ça veut dire qu'il y a de l'énergie, de l'inventivité, et je pense qu'en les accompagnant, on peut effectivement transformer ce qui est un tout petit essai en quelque chose de grand. The second question was, what are the measures? Because you say, maybe there is a misunderstanding on my statement on that point. Parce que vous avez dit que j'encourage en fait le passage du secteur formel, informel, dit informel, informel. Non. Oui et non. Il y a des entreprises qui naissent dans le secteur dit informel, qui vont devenir de grandes entreprises du secteur formel. Mais il y a des entreprises qui ne quitteront jamais le secteur informel. Le secteur informel n'est pas destiné à disparaître complètement du système économique d'un pays. L'erreur des économistes africains, en réalité, sous sans doute la houlette de certains bailleurs de fonds, de certaines grandes institutions internationales, c'était de croire que nos économies, pour qu'elles soient développées, doivent faire disparaître le secteur informel. Il faut qu'on sorte du secteur informel pour aller vers l'économie informelle. Pourquoi est-ce que le secteur informel ne disparaîtra jamais, madame? Tout simplement parce que tout ce que vous appelez le petit savoir-faire, l'artisanat, restera toujours à ce stade. Et on n'a même pas intérêt, et ils ne peuvent même pas s'industrialiser. Allez, je vous donne un exemple. Je vous ai parlé tout à l'heure de quelqu'un qui a construit une grande installation touristique et qui, pour faire des lampadaires, a eu recours à des jeunes artisans camerounais qui lui ont fait vraiment un travail remarquable à un prix imbattable. Mais ces jeunes artisans ne demandaient pas qu'ils industrialisent. Parce que pourquoi? Parce que la plupart du temps, ils sont sur des marchés de niche. Donc, il ne peut pas faire une ligne de production. S'il fait 1000 lampadaires, il va vendre à qui? Par contre, il a un savoir-faire qui va lui permettre de produire 50 exemplaires, 100 exemplaires, et de trouver son marché et d'être bien. Je vais vous donner un exemple aussi. Effectivement, où on est parti tout petit du secteur informel, où on est devenu numéro 1 mondial. Je vois par exemple le secteur du luxe dans un pays, comme dans les pays européens, je ne vais pas toujours citer les noms parce que bon, mais où en réalité les gens sont partis de savoir-faire familiaux, traditionnels, pour mettre au point un parfum. Et le parfum prend sur le marché, trouve son marché. Et comme justement, à la différence par exemple des lampadaires dont je parlais tout à l'heure, si ça prend sur le marché, ça peut toucher tout le pays et ça peut toucher au-delà du pays et ça devient mondial. Si vous regardez les grands parfums, ça n'est pas né d'abord comme quelque chose qui était dans une usine, process industriel. C'est d'abord quelque chose qu'on invente à la cuisine ou que le papa ou la maman y mettent au point et puis ça prend. C'est comme ça. C'est donc, voilà quelque chose qui va partir de l'informel, de presque discret et grandir pour devenir une marque internationale. Je pense qu'il y a des activités du secteur informel qui vont grandir pour sortir du secteur informel, mais il y a des activités qui vont rester dans le secteur informel, mais qui vont permettre à ceux qui exercent cette activité de bien vivre. De bien vivre, de gagner correctement leur vie, de vivre dignement, de prendre soin de leur famille. Et ne demandez pas, et vous n'espérez pas que cela va devenir justement une industrie de taille mondiale. Donc les deux vont aller de pair. Alors, mais pour les mesures sont celles que j'ai dites tout à l'heure. Il y a plusieurs mesures. Il y a les mesures financières et les mesures en réalité qui ne sont pas strictement financières, qui sont des mesures d'accompagnement que l'État peut mettre en place. J'ai pris tout à l'heure l'exemple de la menuiserie. Take a carpenter. Je dis si, après une formation, nous avons justement des acteurs du secteur de la menuiserie qui produisent des bons meubles, qui peuvent produire de beaux meubles, et qui ont des machines et des équipements pour produire de beaux meubles. Je ne vois pas au nom de quoi on peut laisser ces meubles et acheter des meubles importés. Donc moi, je vais demander qu'on leur passe la commande publique.
toute la commande publique, parce que nous avons le bois pour produire cela. Je ne vois pas pourquoi le bois camerounais, on va le laisser pour aller acheter un produit, un sous-produit qui est parfois de la sciure qu'on a juste compacté, ou bien, je ne sais pas moi, quel truc plus ou moins aluminium ou plastique qu'on a ajusté. Donc on va faire cela, et ce n'est même pas, j'allais dire, nous n'attaquons même pas là le domaine qui peut être condamné pour pratique anticoncurrentielle. C'est simplement que si vous calculez bien, et ces jeunes sont bien formés, le produit qu'ils vont mettre sur le marché sera à un meilleur prix que ce que vous pouvez importer. Pourquoi? Ce que vous importez n'est pas la même qualité. Ce que je vous dis, ce que les jeunes font ici, c'est avec du bois massif. Le produit importé ne peut pas soutenir la concurrence. Même si c'est un peu plus cher que le produit importé, vous direz non, ce produit importé ne peut pas soutenir la concurrence parce que ça c'est du bois massif et ça c'est de la sciure du bois qu'on a repeint. Donc ça, ce sont quelques mesures donc, financières d'abord, je vous ai indiqué, et non financières qui reposent sur la commande publique, mais qui aussi sur la formation pour améliorer les performances et sur l'accompagnement public. Et la dernière question que vous avez posée, ou bien la remarque que vous avez faite, vous avez absolument raison. C'est about hygiene. I think it's a crucial point. And it's something that should, all of us should be very sensitive about that. We can't continue with so dirty cities in our country, including our nation capital. It's just unacceptable. But we all have part of responsibility in that situation. Pourquoi je le dis? Nous avons tous une part de responsabilité. Il y a un problème, c'est l'enlèvement des ordures. Mais l'autre problème, c'est la production des déchets. Et quand vous produisez les déchets et vous les jetez n'importe où, parce que la ville n'est pas sale seulement là où il y a les poubelles. La ville est sale aussi parce que nous jetons les choses n'importe où. Combien de fois vous êtes dans une voiture et le véhicule qui est devant vous, vous voyez quelqu'un passer la main par la ville et jette une bouteille plastique et jette, il a fini de manger, il jette. Mais si vous jetez ça où? Dans votre tête, quand vous jetez ça où? Vous jetez à un endroit où vous allez passer vous-même après. Et vous allez dire que c'est sale. Donc il faut que nous, Camerounais, que nous prenions conscience de cela. Personne ne viendra d'ailleurs pour faire la propreté chez nous. Il faut d'abord que nous soyons conscients et que nous disions, nous voulons que nos villes soient propres, belles, quand nous recevons des étrangers là. Comme nous aimons le nyanga et la bouche là, tout ça, que la personne même va dire que oui, vraiment si j'étais au continent. Je voudrais ajouter, parce que ce point est très important. Vous voyez, nous devons mettre un terme. Mais c'est un ensemble de mesures, mais nous devons mettre un terme. Je sais que ces enfants-là se débrouillent par là pour vivre, mais assez à la vente au feu rouge et au péage. De cette façon, la vente sauvage et anarchique. Ça n'est pas bon. Et c'est même dangereux pour les enfants qui font ça. Je dis dangereux même en termes de circulation, on peut le renverser. Et comprendre que nous arrivons à un niveau où nous devons faire attention, même à nos enfants que nous envoyons vendre dans les rues, à des très bas âges. La vie n'est pas faite que des gens qui sont bien intentionnés. Il y a le bien, il y a le mal. N'exposons pas les enfants à des risques inutiles, sous prétexte juste qu'on veut gagner la vie. Mais si c'est si dur que cela, laissons d'abord les enfants, nous avons l'obligation impérieuse de les protéger. Donc nous devons les laisser là, aller nous battre dans la rue pour venir. Nous ne pouvons pas envoyer les enfants vendre dans la rue. Et il leur arrive tout ce que nous apprenons. Ça n'est pas normal. Je ne dis pas que les coupables de ces gens sont excusables, non. Mais je dis qu'il ne faut pas que le risque même existe. Donc de la même façon, je ne trouve pas normal que nous ayons laissé que dans nos villes, prospère cette activité sauvage, anarchique. Parce qu'en achetant, nous y contribuons. En achetant, nous y contribuons. Alors, comme vous demandiez, madame, quelles mesures? Parmi les mesures que je préconise demain, c'est que, il va y avoir des mesures, j'allais dire préventives, d'organisation de la vie commune dans la cité, comme j'ai dit tout à l'heure. Si vous avez, un peu comme j'ai dit, des marchés
des grands marchés couverts, pas des boutiques, où ces jeunes-là peuvent trouver un espace. Certains peuvent même être là simplement pour accompagner ceux qui achètent, transporter leurs bagages. Ça leur rapporte plus d'argent que ce qu'il fait sous le soleil à un arrêt de bus, on le paye. D'autres peuvent être là pour donner un coup de main à la maman qui vend sa nourriture. Toi, tu es là, tu laves les assiettes à la fin de la journée. C'est tout ça, c'est tout un écosystème que nous voulons créer. Mais une fois que nous avons fait cela, si les gens continuent à y aller, il va y avoir des mesures donc répressives. Là, il va y avoir une police qui va être là pour les ramasser. Mais troisième mesure, madame, la répression va être terrible avec le conducteur du véhicule. C'est-à-dire que si tu es à bord de mon véhicule, que ce soit un taxi ou un véhicule particulier, tu n'achètes pas à un arrêt. Parce que si tu achètes à un arrêt, tu m'exposes. Parce que la contravention, c'est moi qui vais la prendre. Et on va prendre le numéro de ta plaque de véhicule. Et on va te poursuivre et tu vas payer la contravention. Donc ça te fera une leçon. La prochaine fois, quand quelqu'un va baisser la vitre, là, tu dis, si tu veux faire ça, tu sors de mon véhicule. Et nous allons retrouver une certaine normalité. Je sais que la vie est difficile et les gens se débrouillent pour vivre. Mais nous pouvons, comme je l'ai dit, nous débrouiller en gardant notre ville propre, en gardant un espace de convivialité, de propreté dans l'environnement où nous travaillons. Et je pense que c'est peut-être parce qu'on n'y réfléchit pas assez aujourd'hui que nous en sommes à ces situations-là. Nous avons des solutions pour cela. Et nous allons les mettre en œuvre. Quand j'ai dit, je termine par là, quand j'ai dit que il va falloir que dès le premier jour, nous fassions la propreté dans nos villes, on va curer, enlever les déchets. Pas seulement les ordures, même si entre-temps on a enlevé les ordures, là, tant mieux même d'ailleurs. Mais vous savez que la ville n'est pas sale seulement à cause des ordures. Je vous ai dit, les caniveaux, là où les endroits prévus pour les écoulements des eaux, c'est bouché. C'est ça qui amène le palu partout dans la ville. J'ai dit devant les médecins, nous allons déclarer le paludisme ennemi public numéro 1, nous allons combattre ça. Mais vous ne pouvez pas combattre ça sans toute cette propreté-là. Donc on va nettoyer ça. Ça veut donc dire que c'est une opération civique. Je n'ai pas besoin de convaincre quelqu'un. On va travailler à partir des mairies et des chefs de quartier. Si ce jour-là, quelqu'un n'est pas sorti pour aller faire ça, on va régler son problème. Donc c'est comme ça. Oui, est-ce qu'on demande, on ne tape pas les mains. Chacun doit aller mettre les mains à la pâte. On doit le faire. Et je dis que si après, et moi je dis, il faut que les gens qui construisent les immeubles, les machins là, ils sachent qu'ils vont mettre la propreté. Je ne veux plus d'immeubles abandonnés comme ça et tout. Tu as construit, après 10 ans tu n'as pas mis la peinture, on fait une maison sans l'entretenir. Donc 10 ans, il faut donc mettre la peinture. Bon, les parents même qui n'ont pas de moyens, on va trouver un moyen. Même si c'est la chaux, comme j'ai dit, on met dans le fût coupé là, on tourne. On fait la propreté. Ça doit être blanc, propre partout là. Si bien que le lendemain, là, quand chacun se lève, il dit que je suis où comme ça. Il voit même que la ville a changé. Parce que c'est ça qui va te donner l'énergie. C'est ça qui va nous donner l'énergie nouvelle. Okay, c'est ça. Merci. Beaucoup, Monsieur le Président. Excusez-moi de ne pas être très obsessif. Mais je vais encore vous taquiner un peu. Vous savez que l'homme entrepreneur dans l'écosystème camerounais rencontre beaucoup d'obstacles, parmi lesquels le problème de financement. À votre troisième question, peut-être que vous n'avez pas bien suivi, peut-être que je n'ai pas été claire. D'accord. Quand je posais cette question, c'était pour demander votre part de contribution par rapport aux entrepreneurs de votre parti. Votre apport financier pour encourager, pour booster leurs produits, pour booster leur entreprise. Oui, c'était ça ma question. Bon, par rapport au problème qu'ils rencontrent, nous avons un problème de légalisation. Nous sommes quittés de 41 000 à, je pense, 65 000 francs. Lorsqu'il s'agit de légaliser une petite entreprise, l'entrepreneur, justement, il rencontre ce problème financier, hormis qu'il y a aussi le potentiel humain et social qui joue, parce que nous avons aussi ce problème de marginalisation. Tu arrives dans un secteur, on dit que ton produit n'a pas la norme, ce n'est pas VIP. Vous voyez que ça déstabilise. Et puis ça décourage. Pourtant, on dit qu'en entrepreneuriat, il faut oser et il faut forcer pour arriver. Il faut éviter ces faiblesses
laisse là le découragement, sinon on ne pourra pas aller loin. Par rapport donc à ces problèmes-là, comment prévoyez-vous briser ces barrières que rencontre l'entrepreneur? Ces barrières-là, la stigmatisation, la discrimination. Une femme comme ça, là, elle laisse son foyer, elle vient vendre des produits ici, là. Pourquoi ce n'est que les hommes? Quand on parle d'égalité, comme l'homme cherche de l'argent, la femme aussi cherche de l'argent. Bien Je sûr. pense que c'est un apport déjà pour la famille. Bien sûr. Au cas où le mari paye le loyer, si la femme te paye de l'eau par mois, est-ce que c'est mauvais? Pourquoi donc stigmatiser les femmes? Pourquoi cette discrimination? Ok. Pourquoi le coût de la légalisation est tellement élevé dans ce pays? Est-ce que quand nous allons vous donner le pouvoir, parce que si ça ne dépend que de moi, je vous le donne tout de suite là. Est-ce que vous me promettez qu'étant à Étouti, vous allez faire que la légalisation des entrepreneurs au Cameroun soit gratuite? Bon, merci. Oui, vous avez posé deux questions. La première, c'est qu'est-ce que le parti, le MRC lui-même fait pour... oui, pour le financement des entreprises. Je crois que on attend tellement de nous qu'on oublie parfois que nous ne sommes pas au pouvoir. Nous ne sommes qu'un parti politique d'opposition. J'aurais tellement voulu. Mais croyez-moi, dès que les Camerounais en auront décidé, vous verrez les changements. C'est tout ce que je peux vous dire. À ce stade-ci, nous ne pouvons pas. Parce que quelles sont les ressources d'un parti politique? Ce sont les contributions des militants. Et les contributions ne sont pas élevées. Vous savez que chaque militant statutairement contribue 1200 francs CFA par an. Je ne sais pas par mois. Chez nous, 1200 francs CFA. Et c'est avec ça qu'on fait tout. Le problème, madame, c'est que et les Camerounais, bon, j'allais dire, on va dire que je fais c'est pas de l'autosatisfaction. Mais la vérité, c'est que nous faisons beaucoup avec tellement peu que les gens croient que nous avons beaucoup de moyens. Nous faisons beaucoup avec très peu. C'est ça toute la différence. Et donc, tout le temps, on nous prête des milliards. C'est simplement parce que nous sommes stricts, nous gérons rigoureusement le peu de moyens que nous avons. Depuis 7 ans, pratiquement, madame, nous avons géré près de 1000 personnes détenues, dont nous nous sommes occupés des enfants, des épouses et d'eux-mêmes qui sont en prison. Aucun détenu du MRC, je veux dire, ne peut vous dire que son enfant n'est pas allé à l'école pendant le temps qu'il était en détention. Bravo. Jamais. Jamais. Aucun ne peut vous dire qu'il a déjà mangé la ration de la prison. On prépare et on leur apporte la nourriture. Aucun d'eux ne peut vous dire qu'il est tombé malade en prison et que son ordonnance, voilà docteur Oko, il est là, que son ordonnance a attendu 24 heures pour qu'on la règle. Aucun. Ceux qui ont eu des difficultés même plus graves, on les a assistés encore même plus graves, de manière beaucoup plus substantielle. Quand vous prenez en charge quelqu'un qui a été brutalisé, torturé, parce que quand on dit ça souvent, les Camerounais, ceux qui sont, on va dire comme ça, les bien-nés, qui sont sur les plateaux de télévision, et qui, eux, ne souffriront jamais, et vous disent que non, les gens racontent n'importe quoi. Quand on vous a torturé, fracturé et tout, et qu'un parti politique peut prendre en charge vos ordonnances pour plus d'1 million, 2 millions de francs, lui, pour une seule personne, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui peuvent vous dire cela. Félicitations, président. Que nous avons des jeunes qui ont attrapé pratiquement la tuberculose à machin, que jamais séjourné. Nous, je vais citer quoi et quoi. Donc, c'est notre élan de cœur, notre générosité de nos camarades, de nos militants, d'ici comme de la diaspora, qui rend cela possible. Et du coup, les gens nous prêtent des milliards que nous n'avons pas. Nous avons notre solidarité qui est un des piliers de notre parti. Nous avons notre générosité parce que pour nous, l'être humain est central. Et la dignité de l'être humain ne se négocie pas. Et nous serons toujours auprès des Camerounais. C'est ça le truc. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens l'engagement politique. Et même notre vie sur la terre, si tu ne regardes pas dans ton prochain, dans ton voisin, un être humain, ton image. Et que sinon, on vit pour quoi faire?
Sinon, on dit qu'on prend le pouvoir pour quoi faire? Tout ce que nous faisons là. Si tu dis que tu construis de bonnes routes, bon, c'est pour que les gens roulent et que l'économie tourne, mais tout ça là, c'est pour qui? C'est pas pour l'être humain. Bon, si tu veux de bonnes écoles, pour que les gens aillent à l'école, étudient bien et tout ça là, c'est pas pour qu'ils soient à l'aise, gagnent leur vie et tout, c'est pas l'être humain. Bon, si tu veux de bonnes infrastructures sanitaires, pour qu'ils se soignent bien, c'est pas toujours l'être humain. Donc pour nous, au MRC, l'être humain est central. Avant qu'elle ne parte, il y a quand même un point, parce qu'elle a parlé des frais de légalisation ou d'immatriculation. Ça peut se voir. La gestion économique d'un pays demande certes du bon sens, mais aussi de la rationalité. Si vous partez d'une situation de 0 et que vous pouvez faire plus 1, sans que cela ne nuise aux uns ou aux autres, il vaut mieux faire plus 1 plutôt que de faire plus 5. Autrement dit, si moi je peux ramener de 65 000 à 30 000 l'immatriculation, voilà, on va le faire parce que tu es en train d'encourager beaucoup, non même pas simplement à sortir du secteur informel, mais à développer leurs activités parce qu'ils sont désormais enregistrés, voilà. Donc on va le faire. Donc moi en réalité, quand on réfléchit autrement, c'est-à-dire on voit seulement le maximum d'argent qu'on peut prendre dans un secteur, c'est qu'on réfléchit mal en termes économiques. Donc ça c'est la deuxième chose, c'est ce que vous appelez ANOR, c'est normal. C'est normal. On va simplement, c'est-à-dire qu'il y a des normes dans toutes les sociétés. Mais vous savez très bien, ou bien vous ne le savez pas. Moi, j'ai toujours dit ce que je pense des normes. Les normes, ce sont d'abord et fondamentalement chaque pays qui fixe ses normes. Et on ne doit pas prendre mécaniquement les normes des autres pour imposer à notre propre économie. Sinon, on la tue, parce que les autres fixent leurs normes en fonction de leurs intérêts. D'ailleurs, les normes font partie justement du jeu de la concurrence, compétition économique au niveau international. Vous pouvez seulement bloquer un pays, bloquer les importations d'un pays dans votre pays en élevant le niveau du standard des normes. Voyez? Alors que, mettons que le standard est à 2, vous mettez à 5. Alors qu'à 2, il n'y a aucun risque de santé publique ou de quoi pour qui que ce soit. Mais vous mettez à 5 pour faire obstacle aux produits de l'autre pays parce que vous savez qu'il est à 2. Donc nous, j'ai toujours dit, et je l'ai même dit avec les médecins, que nous allons établir avec les scientifiques camerounais et peut-être même d'autres, si besoin est, africains et autres, nous allons établir nos normes dans différents secteurs, y compris dans le secteur de la pharmacie, de la pharmacopée traditionnelle. Vous comprenez? Depuis ma tendre enfance, on a toujours, avant que les comprimés sortent partout, on soignait le palu toujours avec nos plantes, les feuilles, les écorces et tout. Ça a sauvé des gens. Mais pourquoi on peut venir nous dire aujourd'hui que si ces mêmes feuilles, écorces, donc si on fait des décoctions de cela, c'est mauvais. On ne doit pas boire ça, il faut attendre seulement les comprimés qui viennent d'ailleurs. Donc nous devons nous interroger là-dessus. Et comme je le dis, c'est à chaque pays, et nous ne sommes pas les premiers. Moi j'ai vu, par exemple, nous parlons d'un pays, d'un immense pays comme la Chine. La médecine traditionnelle chinoise a toujours été le pilier, la colonne vertébrale de leur médecine. Et ça continue aujourd'hui même en dépit des molécules pharmaceutiques ou chimiques. Donc c'est nous qui établissons ces normes-là et nous devons regarder, on va établir. Si les scientifiques camerounais disent que si vous avez une bouteille, mettons l'équivalent d'une bouteille pleine de feuilles de ceci, en buvant 3 verres par jour, ça traite votre palu, pourquoi voulez-vous que je dise qu'on ne doit pas vendre ça sur le marché? On doit vendre. Et nous savons, vous savez tous comme moi, que 70% des Camerounais se traitent au traditionnel, à la médecine traditionnelle. Donc nous faisons donc l'hypocrisie en disant qu'on ne veut pas ça, alors que tout le monde sait que quand ça chauffe là, on va se mettre là-bas. Donc vraiment, normalisons, formalisons et mettons ça pour que ce soit, voilà, ça fasse partie de notre pays. Merci, madame. Merci, madame Madiama.